De 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, vous n'êtes pas au musée Grévin? Non, je ne suis pas au musée Grévin. Peut-être que notre invité y sera bientôt, c'est possible, puisque vous êtes le grand gagnant Thibaut de Koh-Lanta. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous m'accueillir. recevoir ce matin. Gagnant de la tribu maudite, ça va, pas trop fatigué? C'était en direct hier soir Oui, sur TF1. c'était en direct, on a fini un peu tard. Ouais, carton d'audience. Super. Ouais. Alors. Et sur toutes les cibles? Ouais. Gagné sur toutes les Alors cibles. heureux, comme on Très dit. heureux. Ouais. Très heureux. Vraiment une grande fierté d'avoir gagné Koh-Lanta, qui est pour moi depuis tout petit une émission que je rêvais de faire. Ouais. Voilà. Parce que vous êtes agriculteur, il faut le rappeler pour nos auditeurs qui découvrent ou qui ne vous connaîtraient pas. J'ai jamais pris le temps de m'inscrire et là, inscription et j'ai été pris. C'est vous qui vous êtes inscrit? Comment ça s'est passé? Il y a eu une discussion en famille? Oui, j'avais déjà parlé un petit peu à mes parents que si jamais j'avais besoin d'un petit coup de main pour me garder mes filles. Ils étaient là, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et votre exploitation, qui s'en est occupée? Un petit peu mon cousin, mon oncle qui sont agriculteurs aussi, mes parents, voilà, ils se sont... Et quand vous êtes revenu, c'était pas trop la grosse cata Non, pas du tout. Ils s'en sont très bien occupés. Ouais. La motivation, c'était quoi? Parce qu'hors antenne, on parlait, Gilles, il est obsédé par les 100 000 euros. Pas du tout. Vous avez mis 100 000 euros et tout. C'était quoi votre motivation première? C'était un défi physique pour vous? Défi physique. Je suis compétiteur dans l'âme, donc voilà, un défi de me surpasser physiquement. Et j'adore la survie, la vie en pleine nature, de par mon métier, puis aussi une passion depuis petit. Et puis vous avez dit quelque chose de très important dans le dernier épisode. Vous avez fait ça aussi pour reconquérir votre femme. Est-ce que c'est quelque chose qui a marché? C'était très émouvant comme passage. Ça a été énormément retweeté. Il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux. Vous êtes déjà première. 2 questions. 1, ça vous a pas choqué de voir ce passage-là diffusé? Et 2, est-ce que vous l'avez reconquis? C'est pas si simple que ça, la vie. Non. Voilà. Bon. Mais bon, c'est pas grave, comme je l'ai bien expliqué à Denis, c'était Koh-Lanta pour moi un moyen de me relancer dans ma vie, d'arrêter de broyer du noir. Et là, je l'ai fait de la plus belle des façons. Donc finir comme ça, c'était l'apothéose déjà. On va en reparler. Mais elle n'a pas répondu à votre demande. Non, elle n'a pas répondu, mais c'est pas grave. On va en reparler avec vous dans un instant et on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Censure, Valérie, c'est le mot, il est partout hier, oh là là, sur toutes les chaînes. Ça partait dans toutes les conjonctures possibles et inimaginables pour le futur, le nouveau gouvernement, va-t-il se représenter ou pas? Et hier, le Premier ministre, alors carton d'audience, Valérie, 10 millions de personnes étaient devant leur écran. La part de marché est de 48,3%. Ça veut dire qu'un Français sur 2 qui regardait la télévision a regardé le Premier ministre, qui a fait un peu son mea culpa. Peut-être ai-je fait des erreurs. Combien estimez-vous vos chances de survie politique à cette motion de censure? Monsieur Boulot, c'est pas une question de survie politique pour moi. Vous savez, je suis dans ce bureau depuis 3 mois, presque jour pour jour. J'y suis arrivé il y a 3 mois, le 5 septembre, en me disant que je pouvais partir le lendemain matin parce que la situation politique est tellement compliquée. C'est la première fois depuis 58, depuis 60 ans, depuis le début de la Ve République, qu'il n'y a pas de majorité du tout. Et aucune majorité possible entre 3 grands groupes, même si celui qui me soutient est le plus nombreux, avec 220 ou 230 députés. Donc je sais que c'est une situation fragile et éphémère. Et pour tout vous dire, je suis fier de servir, je suis très honoré d'être Premier ministre, mais les dorures qui sont autour de nous, les voitures officielles, les ordres de la République, je m'en fous. C'est pas le sujet, c'est pas moi qui suis en cause. Ce qui se passe dépasse très largement ma seule condition. Je m'en fous. C'est rare qu'un Premier ministre dise allez, un moment, ça va, quoi. Facile à dire. Oui, facile à dire. Valérie, est-ce que vous avez ouvert votre petite fenêtre ce matin? La petite fenêtre de quoi? De mon calendrier de l'Avent. Mais oui, du 4 décembre, il y avait quoi derrière? Il y avait un petit chocolat. Il y a un petit chocolat. Et oui, Valérie, les calendriers de l'Avent sont devenus un marronnier. Ils en font un tabac. Alors évidemment, dans les médias, on en parle beaucoup. Et puis on en a beaucoup parlé aussi sur CNews et Europe 1 quand une école a voulu interdire, évidemment, les calendriers de l'Avent
petite revue de presse des médias du calendrier de l'Avent dans le quotidien. C'est plutôt rigolo. C'est bientôt Noël et qui dit Noël dit calendrier de l'Avent. Un sujet plutôt consensuel chaque année au mois de décembre sur la plupart des antennes. Voilà comment on parle du calendrier de l'Avent. Vous avez un calendrier de l'Avent ? La folie des calendriers de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. Et on va tout de suite ouvrir la deuxième case de notre calendrier de l'Avent. Mais ça c'était avant que nos voisins du dessus ne s'en mêlent. Une histoire de calendrier de l'Avent, mais que se passe-t-il ? Ça a l'air d'être un sujet grave. Après les crèches, ce sont les calendriers de l'Avent qui font polémique. Le calendrier de l'Avent est interdit dans les écoles. Ça se passe dans l'Aisne. Est-ce qu'on se dirige vers la fin de toutes les traditions de Noël ? La déconstruction de Noël, c'est affligeant. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités à l'école ? Il y a d'autres choses à faire. Est-ce que vous avez offert un calendrier de l'Avent à vos filles ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui. C'est la tradition. Et elles adorent. Je veux dire, bien sûr. Vous ouvrez avec elles Ouais, j'ouvre avec elles. Alors une semaine sur deux, mais du coup, ça on laisse pour moi du coup. Elles ont quel âge ? Elles ont 7 et 5 ans. D'accord. Ouais, donc calendrier de l'Avent, on est en plein dedans. Ouais. Incroyable interview hier, Alain Prost dans C'est à vous. Il est revenu sur l'époque, Valérie, vous savez, où il était le mal-aimé des Français, à tel point que le pilote champion a été obligé de quitter la France. Il s'est confié hier dans C'est à vous. Quand même dire les choses, c'est que ça n'a pas toujours été très, très gai et très simple. Bon, après, ça endurci, mais on m'a brûlé ma voiture sur mon parking. Oui. J'avais des menaces de mort absolument toutes les semaines. On me crachait dessus quand j'étais dans la rue. C'était épouvantable. C'est à ce moment-là que je signe avec McCormack, la grande agence sportive à l'époque. Et McCormack lui-même me dit, trouver des contrats, des machins. Je lui dis, la seule chose que je veux, c'est partir de France. Vous avez une organisation, je veux habiter n'importe où, mais je veux partir de France. Et c'était fort, hein. C'était très très fort ce qu'il racontait. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, dans la rue, depuis que vous avez fait Koh-Lanta, là, pour l'instant, le gagnant, vous allez avoir d'autres réactions, mais entre les épisodes tournés et la diffusion... J'ai été beaucoup en Corse, donc du coup, en Corse, les gens me reconnaissaient, me connaissaient déjà un petit peu d'avant, et ils sont très fiers de moi, j'ai vraiment beaucoup de congratulations, c'est très honorifique, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Vous avez peur de cette célébrité ou pas ? Peur, non. Après, j'ai un petit peu quand même de peur sur comment profiter avec ma famille. Il y a des moments, par exemple, où on voudrait être avec ses proches, sa famille. Bon, on est accaparé par répondre aux questions. Mais bon, c'est un moment dans une vie, c'est une petite fenêtre et en profiter, ça mange pas de pain. Vous êtes donc le grand gagnant de Koh-Lanta, on va en parler après, une émission qui a presque 30 ans. Hier dans Bonjour sur TF1, Denis Brognard a parlé de son premier plateau de Koh-Lanta. Premier plateau où il arrive, il descend d'un avion avec tous les candidats et c'est là où il dit bonjour, etc. Et vous allez voir, il a une drôle d'anecdote sur ce premier plateau. Nous sommes au point de départ de l'aventure. Il y a encore 24 heures, ces hommes et ces femmes ne connaissaient rien de leur destination finale. Pour la petite histoire, je suis dans le camion avec eux, mais ils ne me connaissent pas. Je pense que je suis candidat comme eux. Et à l'époque, il y avait eu un écho dans certains magazines disant que ça pouvait être la gaffe. Quand les gens ont compris que c'était moi, j'en ai entendu un derrière moi dire « Moi, je pensais que ce serait la gaffe. » Et pour la petite histoire, ce plateau-là, on le fait. Tout est nickel, ça se passe bien, et d'un seul coup, mon producteur vient me voir et me dit « Denis, reste concentré, on va être obligé de le refaire. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Parce qu'on n'a pas enregistré. Et là, je pense que c'est une blague, que c'est un bizutage. Ça, c'est l'angoisse. Il dit « Non, je te jure, concentre-toi. » Et effectivement, c'était encore l'époque, vous savez, des gros magnétoscopes. Il fallait appuyer sur REC et Play en même temps pour que la lumière rouge s'affiche. Et un gars avait oublié d'appuyer, quoi. Et un gars avait oublié d'appuyer. Est-ce que Denis est à la télé comme dans la vie, vous qui l'avez fréquenté ? Ou dans la vie comme à la télé. Ou dans la vie comme à la télé. Je dirais même qu'il est encore plus impressionnant en vrai, sur l'aventure. C'est vraiment là, on se rend compte, il est grand, hein, du fait de sa grande taille, mais de sa voix aussi. Et puis il nous capte tout de suite. La première rencontre sur la plage, à l'arrivée, c'était quelque chose. Hein. Il était à l'autre bout de la plage, on l'entendait comme s'il était à côté de nous. Et puis vraiment, il a une... vous ne l'avez jamais vu technique. avant vous l'avez vu quand vous étiez dans le jeu. Voilà, après à la télé, bien sûr. Oui, mais la toujours. première fois physiquement, c'était sur la plage. Oui, c'est ça. On l'a pas vu avant. C'est impressionnant. Ouais, très... 20 jours, Valérie, 20 jours, Thibaut, 20 jours
avant le Orochu, avant le Upiatu, de Upiveretu. Je parle corse. Et la fameuse, donc vous pourriez me dire c'est super. Ouais, très bien, bravo. Alors, le Orochu, c'est le feu dans la cheminée, c'est ça. Ouais. Le Upiatu, de Upiveretu, c'est l'assiette pour le pauvre. Et la fameuse Vegia de Natal, la veillée de Noël, puisque dans 20 jours, c'est Noël, nous sommes le 4 décembre, c'est bientôt Noël en Corse, et en votre hommage, j'ai mis une chanson de Noël en Corse. C'est un peu tôt pour les chants de Noël, mais c'est la seule fois qu'on aura un Corse. On est déjà en décembre. Ouais, c'est vrai. Vous chantez un peu en Corse? Non, alors je chante très mal. Après, les padiels, alors je suis corse en partie, mais les padiels, c'est quand même quelque chose qu'on fredonne tous quand on est souvent à des bars ou à des lieux de rassemblement. C'est des chants polyphoniques culturels qu'on chante. Allez, on se retrouve dans un instant avec Thibaut, donc le grand gagnant de Koh-Lanta, 36 ans, agriculteur. Vous avez gagné 100 000 € et vous avez surtout gagné. Même une chanson corse, vous arrivez à la critiquer. Vous êtes très forte. La veillée de Noël, c'est la veillée de Noël qui est c'est un peu tôt pour la veillée de Noël. Voilà, ils chantent pas Maria Carré en. Si, en non, Corse. mais je vous mettrai demain, quelque chose qui vous fera plaisir. On se retrouve dans un instant avec Thibaut pour parler de Koh-Lanta. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Radio Média, l'invité du jour. Voilà, vous reconnaissez évidemment cette musique Koh-Lanta, la tribu maudite. Thibaut est avec nous. Thibaut Bélanger, c'est votre nom de famille, qui n'est pas corse, mais vous êtes bel et bien corse, agriculteur. Vous avez remporté donc les 100 000 € de cette saison de Koh-Lanta. Première radio de Thibaut, hein. On le remercie. Ouais, et donc c'était hier soir en direct sur TF1, plus de 3 millions de téléspectateurs, 3 200 000 téléspectateurs vous ont suivi. Je voyais sur les réseaux des gens disent en fait il faudrait que ce soit seulement les épreuves sportives qui soient déterminantes. Vous en pensez quoi de ça? Alors chacun son avis sur la question. Moi, pour vous moi, pas depuis gagné. que je regarde exactement. Déjà concrètement, j'aurais pas gagné. J'ai gagné quelques épreuves. Une des plus importantes, l'orientation, donc ça, j'ai une grande fierté pour ça. Mais je considère que c'est une émission d'aventure, de survie aussi. Oui, certainement aussi d'épreuves. J'ai été un très bon moyen, souvent très proche des premiers, mais je pense qu'il faut faire aussi au mérite sur le camp et sur la survie. Ouais. En tout cas, c'est très important parce que j'apporte à manger sur le camp pour ceux qui gagnent. Donc, Et oui, vous nous avez pas amené de poisson ni de notre coco ce là, matin. à Paris, dans la Seine, alors que je pouvais pas plonger. D'où vous vient le fait de pouvoir pêcher parce que dans ceux qui n'ont pas regardé l'émission, pour nos auditeurs, dans cette émission-là, donc évidemment, vous avez 120 grammes de riz par jour. Et évidemment, vous avez très très faim. Et vous, alors la pêche, c'était votre truc. Hein. Ouais, c'était mon kiff. Ouais, j'adore la pêche sous-marine depuis tout petit. Je suis mon frère, et puis chez nous, c'est quelque chose un petit peu de traditionnel. De la vie, tous les jeunes garçons ont un fusil à harpon à leur 10e année. Et du coup, on part à la pêche entre copains, on pêche sans arrêt dès que l'eau est un peu plus chaude, 6 mois de l'année. Et donc c'était tourné aux Philippines, il y avait beaucoup de poissons dans la mer ou pas? C'est un petit peu surpêché, donc on va dire que les mailles, la taille des poissons est petite. Ah ouais. Voilà. Contrairement à chez moi en Corse où c'est très préservé, très, très contrôlé, on arrive à avoir vraiment des belles pièces de poissons. Et en peu de temps, on fait beaucoup de kilos, alors que là-bas, il faut énormément de temps, énormément d'efforts. Les poissons, en plus, sont en instinct de survie, vraiment, dans l'eau, et ils vont beaucoup plus vite. Donc, à ce point-là, vous avez vu une vraie différence. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure? Ce qui a été le plus dur et le plus agréable? Il y a une vraie cohésion du groupe, ce que vous nous disiez hors antenne. Vous êtes restés tous en contact. Oui, tout à fait. On a eu une belle promotion, j'ai l'impression, vraiment très humaine. On était issus de plein de milieux différents et on a réussi à très bien s'entendre, des religions différentes, des origines différentes. Donc ça, c'était vraiment une belle partie de l'aventure, je trouve. Et on a réussi à... Voilà, il n'y a pas eu énormément
quelques disputes, mais pas non plus. Juste le plus difficile, ça a été quoi pour vous? À la fin, c'est catastrophe. Sur les épreuves. La fin, il y avait presque plus à manger. Mais vraiment, mais la fin, je veux dire manger quoi. Dès le premier jour, on est atteint par la faim. On a vraiment. Vous avez perdu combien de kilos? Alors très 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 peu, un petit peu étonnant. Je crois, il faudrait vérifier, mais que c'est un petit peu un record. Je n'ai perdu que 2 kilos. Incroyable. Ouais. Et est-ce que le riz de Gustin était vraiment si bon que ça? Somptueux. À ce point-là? Excellent. Mais il avait une pâte. C'était pas un mensonge, on avait vraiment du gastronomique en bouche. Il le déglaçait, il le sublimait avec des petits copeaux de noix de coco qu'il avait fait revenir. Ça donnait comme un petit goût de lard. Et ce qu'on manquait, quoi, de la saveur. Après, il y a eu le sel. Il y a Maxime qui avait trouvé du poivre de mer. Donc c'est vraiment on sublimait nos plats. C'était incroyable. L'épreuve la plus difficile pour vous? Alors c'était une épreuve au tout début où on était en équipe. C'est l'épreuve du feu où on doit allumer une soucoupe en l'air. Et très physique, très rapide, beaucoup de pression. Et c'est l'épreuve où il fallait gagner le kit de pêche. Et on a perdu les jaunes. Et du coup, grosse frustration. Alors vous êtes le premier à gagner la course d'orientation. Quand vous plantez votre couteau, vous vous adressez en Corse, et vous parlez en Corse. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que voilà, Enfin une victoire, même si j'en avais déjà une lors des sacs. Non, mais les phrases corses que vous avez prononcées, je me rappelle plus. Ça. Vous vous souvenez plus de ce que vous avez dit? Vous avez fait quelque chose? J'ai crié Vito et la victoire, quoi. Et voilà que j'avais enfin fait mes preuves sur l'aventure. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement. Et moi, j'ai pas compris pourquoi vous reposiez les pierres au même endroit. Pour avancer. Parce que je pensais que vous auriez pu les jeter. Ouais, mais en fait, c'était sur un large espace, il y avait des galets partout. Donc je l'ai balancé à un endroit où autant le poignard allait être dessus. J'y ai pensé. Il aurait fallu que je les jette à un endroit vraiment à part pour distinguer ce que mais je préférais les reposer. En fait, j'avançais en escargot, comme j'ai fait autour des balises, en escargot, en faisant des cercles de plus en plus larges, et je savais où j'étais passé et pas passé. Et alors, pourquoi vous n'avez pas trouvé une nouvelle compagne parmi les candidates? Et il y avait du potentiel, c'est vrai. Cette année, on avait de très belles femmes. Qui vous intéressaient particulièrement? Mais après, il y en avait des accompagnées, donc moi, je suis plein de valeurs, je ne touche pas. Mais est-ce que, nous parlions de notre ami suisse, est-ce qu'il est en couple avec une des candidates? Je peux pas m'exprimer là-dessus. Bon, ça veut dire oui, parce que sinon vous m'auriez dit non. Donc il est bien avec une. Écoutez, ils sont bien ensemble. Ce sont de très bons amis. D'accord. Voilà, donc ils sont ensemble. On n'en saura pas plus. Les poteaux, c'est l'épreuve mythique. Ça a été dur. Très dur. Comment on tient? Sur les épreuves statiques, j'étais vraiment pas dans la spécialité, mais là sur les poteaux, je me suis mieux senti que sur l'étoile et le paresseux. Et on tient au mental, à la concentration. Je fixais un point en face de moi dans un rocher, il y avait un trou. Je fixais ce trou. Et je me disais que c'était la porte du bonheur et que il fallait que je tienne là-dessus. Dans le mental. Comment vous expliquez, pour ceux qui ont suivi l'émission, que Ilyes ait aussi été distrait et qui s'amusait sur le poteau? Les gens sur les réseaux n'ont pas compris pourquoi il était aussi s'amusait, enlevait un pied, remettait un pied. Enfin, c'était très surprenant quand même. Très surprenant. Je lui ai dit, c'est dommage parce que pour moi, il avait largement le potentiel, au moins de me battre à moi, d'être second. Et il a manqué de concentration. Et là, pour le coup, ce qu'il nous avait montré, c'est qu'il avait mûri pendant l'aventure. Et là, c'était sa petite fougue de jeunesse. C'était le plus jeune sur l'aventure. Et là, j'ai l'impression que c'est sa jeunesse qui a fait qu'il n'a pas concentré. Et Charlotte, elle est, j'imagine, un rock. Mais déçue d'avoir perdu. Déçue, oui, je pense un petit peu après la grande. C'est cette osmose qu'on a entre nous. Hier, on n'a pas voulu se lâcher, on se tenait la main. Et parce que pour nos auditeurs, en fait, il y a 3 personnes sur les poteaux, une qui tombe, une qui gagne, et là, elle doit choisir parmi les 2 qui sont tombés avec qui elle doit aller. Et avant la preuve des poteaux, vous en avez discuté entre vous. C'était hier sur TF1. Ce qui est bien avec cette épreuve, c'est que même si tu tombes le premier, tu peux être quand même finaliste. Ça dépendra de nous 3, tu vois, de qui l'autre choisit. Vous voulez pas établir une règle là-dessus, vous? C'est-à-dire le premier choisit le second et puis c'est tout.
on me parle un petit peu du choix qui pourrait être fait. J'ai même lancé sinon on fait au mérite, c'est-à-dire que le premier choisit le deuxième. Et j'ai bien senti qu'il se choisirait certainement les deux. Il va falloir compter que sur moi. Ça va être très compliqué, je suis déçu. Hein. Thibaut a un peu dit, on devrait tous se dire de prendre le deuxième. Et là, moi, j'ai même pas réagi. J'ai dit non, là maintenant, c'est un peu chacun pour soi. Pour moi, personnellement, le choix est très difficile parce que Ilyes et Thibaut sont deux personnes qui sont appréciées de tout le monde sur le camp. C'est voir surtout l'aventure, beaucoup de mérite, belles affinités. Il faut se dire aussi qu'il faut gagner, c'est compliqué. Vous n'êtes pas un stratège ? Non, pas du tout. J'ai appris à l'être sur l'aventure, mais de base, moi, je suis pas quelqu'un qui met des plans en place pour de la stratégie quelconque. Ouais. Vous êtes beaucoup entraîné avant ou pas ? Entraîné, alors je suis joueur de rugby. En division moyenne, on va dire, et du coup, j'étais quand même, quand je suis parti à l'époque, j'étais très, très prêt physiquement. Voilà. Allez, la question bateau, obligatoire. Qu'est-ce que vous allez faire des 100 000 €? On se connaît bien avec Valérie, on se connaît par cœur. Qu'est-ce que vous allez faire des 100 000 €? Eh ben, pour commencer, un beau voyage en famille. Voilà, parce que ça fait quelques temps que je suis pas trop parti. Vous voulez aller où, vous savez ou pas? On envisage d'aller à Koh Lanta en Thaïlande. Ah, mais non, c'est génial. Ouais, c'est la petite symbolique. Ah, c'est génial, je trouve. Ah, c'est sympa. Avec mon frère, ma sœur et ma mère et nos 4 petites plus, toute notre marmaille, quoi. Ouais. Voilà. Et avec les 5 000 qui restent? Oui. Non, investir dans la pierre. J'ai à cœur de mon village, mon endroit où je vis. J'ai envie de laisser quelque chose derrière moi. C'est même de l'héritage pour mes filles. Pour vos filles, ouais. C'est la chose la plus importante. Voilà, c'est ça. C'est juste incroyable. Il faut signaler quand même le très bon bilan de cette saison. Hein. C'est une émission qui est regardée par les jeunes. C'est 36% de part d'audience sur les 4-14 ans. Elles regardent vos filles? Elles vous ont regardé? Ah, totalement. Ouais. De leur petit âge, je pensais pas que le mardi elles tiendraient aussi tard. Ouais. Et au final, c'était tout le temps. Et puis le mercredi matin, il fallait regarder en rediffusion. Et puis elles le n'avaient pas peur pour vous encore, Elles n'avaient pas peur? Elles ont pas. Oui, elles ont beaucoup stressé. Je voulais pas leur dire la finalité parce que à cet âge-là, ça tient pas trop sa langue. Ouais. On est sous contrat, on peut pas. Et combien de temps entre le tournage et l'émission d'hier? C'est long parce que il y a eu 6 mois, 8 mois. Ouais, c'est ça, à peu près 5-6 mois. Ouais. Ouais. Donc pendant 5-6 mois, vous avez dû tenir votre langue. Tenir ma langue, ouais. Et est-ce que vous, dans votre tête, vous pensiez que vous étiez le gagnant? Est-ce que dans les calculs que vous avez fait en disant un machin a dû voter ça, machin a dû voter ça, ou en parlant sur WhatsApp, vous avez dit c'est bon, c'est dans la poche? Quelques aventuriers m'avaient dit j'ai voté pour toi. Je ne veux pas vous cacher. Hein, ils m'avaient dit mais bon, pas tous. Donc on n'est jamais certain à 100%. Puis on a toujours des petits doutes. On ne sait jamais. Non, vraiment beaucoup de stress. Mais quoi qu'il arrive, j'avais gagné mon Koh Lanta en arrivant sur les poteaux. C'était déjà. Et vous ferez un petit cadeau à Charlotte, non? Oui, un je petit pense sac, que pour son association. Parce qu'elle défend vraiment des belles valeurs, des belles causes. Et voilà, je pense qu'il faut l'aider. Vous ferez un don à l'association de Charlotte? Oui, bien sûr. C'est génial. Un petit geste parce qu'il faut la soutenir. Il y a peu de gens qui s'impliquent là-dedans, dans les enfants qui ont du mal dans la vie. Donc il faut la soutenir. Et d'ailleurs, j'en appelle tout le monde à essayer. Nous, on mettra sur le site web de Sud Radio, on mettra l'adresse de son association. Absolument. Bien sûr. J'ai pas le nom. Mais... Et vous allez rester un petit peu à Paris? Oui, je reste. On se passe une petite semaine de vacances de Noël, alors qu'on n'est pas en vacances avec mes petites filles. Vous les emmenez voir les vitrines. Voilà, on va faire le tour de Paris. Il y a tellement de belles choses à voir qu'on va en profiter. Merci d'avoir présenté Valérie. Oui, c'est une des belles choses de Paris. non, pas une chose. Un monument. Je peux plus. Voilà, un monument. Un monument historique. Merci d'avoir été avec nous, Thibaut, et bravo, félicitations pour votre exploit. Et on était ravis de vous avoir ce matin. Merci et tout de suite. Vous voulez pas qu'on fasse Koh Lanta tous les deux? Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux bien faire un cauchemar en cuisine, un peu comme ça, mais voilà. Dans un instant, on va parler d'un magazine formidable qui vient tout juste de paraître et qui parle du handicap, qui parle des gens qui sont un peu différents. Le 10, tous les 10 dyslexiques, dyspraxie. Et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média,
Valérie Expert, Gilles Gansman.